Rappeler que tout propos mensonger est puni d'une peine pouvant aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Donc, professeur Didier Raoult, prêtez serment de dire la vérité, rien que la vérité, levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Merci. Bon, je vous rappelle bien sûr, comme à chaque fois, il est de mon devoir, que le port du masque est obligatoire. Et je vous demande la plus grande vigilance pour le garder tout au long des heures de ces auditions de cet après-midi. Merci. Donc, sans plus tarder, écoutez, je vous cède la parole. Je vous remercie. Et d'ailleurs, je voudrais profiter de cette... je vous remercie de m'inviter ici et de cette occasion dans laquelle vous m'avez demandé de jurer de dire toute la vérité pour vous expliquer pourquoi je ne peux pas me retrouver à discuter avec des gens qui font une tribune en disant que je fraude et que je triche en mettant leur nom et ensuite faire une discussion avec. Il y a une limite, ce n'est plus des discussions scientifiques. Il y en a d'autres qui ont porté plainte auprès de moi, auprès du Conseil de l'Ordre. Et vous comprendrez bien que ma limite, c'est une des limites à ma convivialité. Je n'aime pas qu'on m'insulte, je n'aime pas qu'on porte plainte contre moi et qu'après on me demande de débattre en toute sérénité. Je ne le fais pas. Et donc je vous le dis très solennellement et après avoir juré de dire la vérité, je n'ai jamais fraudé de ma vie. J'ai écrit 3500 publications internationales. Je n'en ai jamais rétracté aucune. Alors, bien entendu, sur 3500, il y a eu des erreurs qui sont passées. Pour l'instant, il y a une fille qui me traque, là, une chasseuse de tête, depuis que je suis célèbre, qui a réussi à trouver 5 erreurs sur 3500. Il y en a probablement beaucoup plus que ça. J'estime qu'il y a entre 2 et 4% d'erreurs dans les papiers que j'ai faits. Et donc, je ne serais pas étonné qu'on trouve d'autres erreurs, mais je dois vous dire que je ne suis qu'un pauvre humain et que je fais des erreurs comme tout le monde. Mais de m'accuser sur une tribune officiellement de fraude, de mettre son nom là-dessus et de penser que je vais débattre avec, c'est au-dessus de mes forces et je vous demande de me pardonner de ne pas avoir la force de discuter sereinement avec des gens qui m'insultent. Je ne le ferai pas, je ne le ferai jamais. Voilà. Bien, si j'ai quelques messages à passer dans cette affaire, c'est effectivement, si vous voulez, la chose qui me frappe le plus depuis le début et qui est liée au fait qu'il manque quelque chose dans la forme de mon cerveau. Je suis absolument incapable de mesurer la dimension symbolique des choses. Ce qui s'est passé n'est pas normal. On n'est plus en train de parler de chimie ou de malades ou de médicaments, on est en train de parler de quelque chose qui est déconnecté de ce que moi je connais. Moi, je suis un être très pragmatique, très pratique. Il y a toujours eu dans la science une grande différence entre l'empirisme d'un côté, c'est-à-dire l'observation des phénomènes et leur description, si vous voulez, et d'autre part, les théories déductives et spéculatives dont je ne suis pas un praticien. D'accord ? Mais si vous voulez, ce qui s'est passé dans cette situation est absolument inouï pour moi, et pas que pour moi, ça marquera toute l'épistémologie, l'histoire des sciences. C'est-à-dire qu'un des 2 médicaments les plus prescrits au monde ait pu être considéré comme étant un truc qui tuait 10% des gens, est quelque chose qui montre qu'il y avait une déconnexion entre la perception de ce qu'est l'hydrochloroquine, si vous voulez, de la chimie, de la molécule qui a été utilisée chez probablement 2 milliards de personnes. Donc il y a quelque chose que je ne comprends pas, auquel je ne suis pas... C'est pas de maintenant que je me rends compte que je ne comprends pas bien les données symboliques, si vous voulez. C'est comme ça. Et donc je suis extraordinairement surpris de l'ampleur qu'a pris cette chose. Et immédiatement, c'est-à-dire dès que mon premier papier a été envoyé, la chasseuse de tête a fait dire que j'avais des conflits d'intérêts avec Sanofi, ce qui est complètement idiot. Je fais des essais thérapeutiques pour personne. Et ça fait 25 ans que je suis contre, alors je ne le fais pas. La deuxième chose, elle a fait confirmer, elle nous a fait faire envoyer au journal qui menaçait d'enlever cet article qui est devenu le plus cité de toute la littérature sur la thérapeutique du Covid-19, cité 2400 fois. En disant que je n'avais pas eu les autorisations, je n'avais pas eu de CVP. Et la troisième chose, alors il y a un déluge des gens qui sont des maniaques de la méthodologie. Je ne pouvais pas imaginer qu'en envoyant un papier comme ça, comme j'en ai envoyé tellement dans ma vie, si vous voulez, ceci allait faire une espèce de folie mondiale, si vous voulez. Et donc, toutes les explications qu'on pourra donner ne sont pas inintéressantes. C'est le temps qui triera pour comprendre ce qui s'est passé. Moi, personnellement,
Je ne comprends pas. Ça ne fait pas partie de ce que je suis capable de comprendre, parce qu'il me manque une case sur la signification symbolique des choses. Peut-être pas que symbolique, mais en tout cas, c'est pas mon problème. Donc nous, on a continué à faire. Je pensais depuis longtemps, en réalité depuis plus de 20 ans, je pensais qu'il fallait faire comme pour les centres anticancéreux, des centres de lutte pour les maladies infectieuses, qui comprenaient tout, les patients, le laboratoire, la recherche. Petit à petit, je l'ai écrit il y a 20 ans, quand j'étais le conseiller de Mattei et de Madame Aigneret, où j'ai rencontré d'ailleurs Gilles Bloch, donc, qui connaissait parfaitement mes projets, puisqu'il venait de rentrer au cabinet de... Maintenant, il est directeur de l'INSERM. Il était rentré au cabinet de Madame Aigneret en disant, pour faire face à des situations comme celle-là, il faut avoir des structures organisées dans lesquelles on fasse tout, dans lesquelles il y ait des gens qui soient compétents à tous les domaines et à tous les niveaux, de manière à pouvoir répondre à toutes les questions au fur et à mesure, et pas avoir un ordre dispersé. Donc, l'ordre dispersé, monsieur le sénateur, je savais qu'il allait arriver, ce n'est pas moi qui l'ai dispersé. Nous étions en ordre dispersé, et d'une manière très singulière, pour pas que vous croyiez que je considère qu'à Paris, plus rien n'est organisé. Ce n'est pas vrai. Hein. En neurologie, si quelqu'un avait un problème dans ma famille, je l'enverrais à la Pitié, parce qu'il y a un centre de neurologie qui est colossal. S'il y avait quelqu'un qui avait un problème génétique, je l'enverrais sûrement à Necker et Imagine. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais en maladie infectieuse, ici, on a détruit l'organisation des maladies infectieuses. Elle n'existe plus. Et donc, si vous vous retrouvez avec un pauvre Marseillais en train de vous dire ce qu'il pense, c'est parce qu'il y a eu une destruction physique de l'organisation des maladies infectieuses qui était à l'hôpital Claude Bernard. Les forces de maladies infectieuses, l'Institut de veille sanitaire a été mis à Saint-Maurice, alors que c'était une vraie bonne idée. Moi, j'avais écrit à l'époque de le mettre à côté de Pasteur ou de mettre au moins des antennes de Pasteur à côté. Vous voyez, les hôpitaux spécialisés en maladies infectieuses ont été dispersés dans toute la ville, et donc vous n'avez pas de centre, vous n'avez pas de, pardonnez-moi, je vieillis, vous n'avez pas de patron ici de maladies infectieuses. Vous ne l'avez pas. Alors que vous l'aviez il y a 30 ans. Vous ne l'avez pas. Vous avez des patrons dans les autres domaines, vous avez des gens qui sont des leaders dans les autres domaines. Dans ce domaine-là, vous n'avez pas de leader. Vous n'avez plus de leader en microbiologie. Celui qui était le meilleur a été tellement dégoûté de l'assistance publique qu'il est parti en Suisse. D'accord ? Donc il y a un problème ici avec les maladies infectieuses, un véritable problème d'évolution. L'Institut Pasteur, qui fait des choses absolument remarquables, s'est éloigné petit à petit avec le temps de la pratique des maladies infectieuses. Il y avait un hôpital Pasteur. Moi, quand j'étais jeune, on faisait tous les diagnostics à l'Institut Pasteur, l'épidémiologie partout à l'Institut Pasteur. Petit à petit, cette partie-là a disparu pour être remplacée par une recherche fondamentale. Beaucoup en neurosciences sont parmi les meilleurs du monde. Hein. Donc, je ne fais pas une critique de la qualité de ce qui se passe. Il y a une désorganisation qui est une désorganisation de ce pays et qui se voit ici pour ce sujet-là. Voilà. Je ne dis pas que c'est vrai pour d'autres. Si, je trouve que pour la microchirurgie, je pense que les gens de Strasbourg sont les meilleurs. C'est ce que je pense. Mais globalement, c'est ce que je perçois. J'ai toujours pensé que la chirurgie cardiaque à Paris est merveilleuse et elle continue à la Georges Pompidou. C'est pas... Il y a un problème d'organisation de fond, et celui des maladies infectieuses, vous savez que De Gaulle avait répondu à la cancérologie en disant, écoutez, on va faire des centres anticancéreux, donc qui regroupent à la fois la radiothérapie, la chimiothérapie, la chirurgie, la médecine. Ils marchent de manière inégale, mais ils ont joué un rôle très important. Là aussi, en cancérologie, l'Institut Gustave Roussy, c'est une chose absolument extraordinaire. C'est un des meilleurs centres au monde d'immunologie et de cancérologie. Donc, ce n'est pas la question. La question, c'est que ce domaine n'est pas organisé. Voilà. Et que donc, il ne peut que naître des discordances. Moi j'ai proposé de faire créer 7 centres de la nature de celui que j'ai fini par réussir à construire à Marseille dans le pays, de manière à mailler le pays pour pouvoir faire face à des crises sanitaires qui n'arrêteront pas. Et notre susceptibilité dans notre civilisation aux crises sanitaires est très très importante, très très vive. Elle peut désorganiser complètement la société si nous ne sommes pas armés pour lutter contre ces luttes sanitaires. Voilà donc le sens général de ce que je voulais dire, et puis ensuite on rentrera dans le détail de ce que vous voudrez. Eh bien, écoutez, merci pour cette présentation de l'infectiologie en France. Donc nous allons rentrer dans le vif du sujet, et je passe la parole à Catherine Desroches.
Merci, Monsieur le Président. Je ne pensais pas que les questions arriveraient si vite. Oh, papa, j'ai fait tomber, j'en fais tomber mon chevalet. Merci au professeur Raoul de nous avoir déjà donné des réponses à nos questions très en amont pour nous, les rapporteurs de cette audition, ce qui a permis de travailler les réponses et aussi de pouvoir compléter, puisqu'on avait fait une audition dans le cadre de la Commission des affaires sociales que je pilotais comme rapporteur de la branche maladie, où nous vous avions entendu déjà, non pas en public, mais où nous avions déjà balayé un peu des sujets qui correspondaient à l'état de la situation au mois de mai, quand nous l'avions fait. Moi, j'avais plusieurs questions. La première, qui est plus d'ordre pratico-pratique, c'est celle du parcours du patient. Qu'est-ce qui, depuis le début de l'évolution de l'épidémie, comment était le parcours du patient en février, où au début vous avez vu arriver les premiers patients dans votre institut? Quel était le parcours du patient? Test, traitement, isolement. Est-ce qu'il s'est modifié au fil du temps, et quel est aujourd'hui le parcours d'un patient qui vient vous consulter à l'Institut marseillais? Le deuxième point, c'est quelque chose que j'ai posé déjà ce matin au professeur Delfraissy, même si lui n'est venu en fonction que le 11 mars, mais lorsque fin janvier, la ministre de la Santé nous dit, au vu vraisemblablement de modélisation de l'INSERM, il y a peu de risques que le virus arrive chez nous. Le professeur Delfraissy nous a dit qu'à l'époque, il s'intéressait moyennement au sujet, mais qu'en effet, dès la mi-février, lui-même avait senti que quelque chose se passait. Quel est votre avis sur ces modélisations qu'ont pu faire dire cela à la ministre de la Santé de l'époque? Comment l'INSERM a travaillé pour arriver à ces conclusions, si ce sont ces conclusions qui ont été à l'origine de l'avis? Et vous, comment, au niveau de votre institut et de votre habitude de ces maladies infectieuses, même si là on était sur un nouveau virus, vous, quelles étaient les alertes que vous aviez, sur quoi vous vous basiez pour avoir ce degré de connaissance qu'apparemment les autorités n'avaient pas? Ça, c'est le premier point. La deuxième question, c'est sur les essais cliniques. C'est une question que j'ai évoquée ce matin avec le professeur Delfraissy également. C'était dans ces périodes de crise sanitaire où les équipes soignantes voient arriver des patients, pour certains en consultation, mais pour d'autres en réanimation ou en hospitalisation, et où il y a ce besoin d'apporter une réponse rapide et thérapeutique aux malades. Comment ça peut se concilier avec cette exigence d'essais randomisés, de travaux scientifiques robustes pour voir l'efficacité du traitement? Mais est-ce qu'il n'y a pas, pour tous ces patients qui ne rentreraient pas dans les études ou dans les essais avec un médicament testé, est-ce qu'il n'y a pas une perte de chance pour tous ceux qui ne rentrent pas dans ces cases-là? Vous nous avez dans la note donné votre avis un peu sur ces essais, les essais randomisés tels qu'ils sont, et pas forcément adaptés à la situation pandémique telle qu'elle était. Donc j'aimerais aussi vous entendre dessus. Puis une question qui est plus large, qui n'est peut-être pas celle centrée sur la commission d'enquête, mais qui nous intéresse au sein de la commission des affaires sociales, puisqu'on avait fait un rapport sur l'accès à l'innovation, et notamment sur les essais cliniques, les comités de protection des personnes. Et j'aimerais avoir de façon assez rapide, votre avis, en effet, ce que vous nous avez dit un peu dans la note, mais résumé, sur comment vous voyez, vous, les comités de protection des personnes qui étaient au départ des comités de protection des personnes éthiques. Et qu'est-ce qui a pu faire que là, on est allé assez vite sur certains essais et qu'habituellement, on n'y arrive pas? Merci. Vous répondez directement, professeur, à chacune des rapporteurs sur le bouton rouge. Voilà celui-là. Très bien, je sais tout faire. La manière dont nous travaillons, nous, si vous voulez, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas un homme de spéculation. Donc je suis très empirique, très pratique, pragmatique. C'est ma nature. Elle me réserve de très bonnes surprises. Donc je serais content de ce qu'on a pu trouver. Je pense qu'on peut découvrir d'ailleurs
que par l'observation et l'empirisme. On peut confirmer par les techniques méthodologiques, mais on ne peut pas découvrir comme ça. Ça fait l'objet de grands débats épistémologiques. Donc la manière dont nous travaillons, d'abord, c'est que nous lisons toute la littérature. Et donc, si vous voulez, moi j'ai été frappé du fait, si vous voyez le staff que nous avons, donc il y a une vingtaine de gens qui sont au niveau professeur ou juste en dessous, qui travaillent ensemble, chacun avec beaucoup de domaines. C'est pour ça que je crois à ce que j'appelle les nids de recherche, et non pas au réseau. Je crois aux nids de recherche. Et on se voit tous les jours à 8 h du matin. Et on a un pharmacien qui nous fait, vous avez vu, vous voyez, les applications de l'AMM. Est-ce que vraiment on applique l'AMM quand on est médecin? Et la réponse, c'est non. Deuxièmement, on a une spécialiste d'hématologie coagulation qui fait la bibliographie de stomatologie coagulation. On a un super immunologiste qui était un ancien directeur des sciences de la vie du CNRS qui fouille vraiment au niveau moléculaire sur la physiopathologie. On a un chimiste, bien sûr, on a des infectiologues, des virologues, des microbiologistes, et chacun de nous, des épidémiologistes de très très haut niveau, hein, dont celui qui a fait toute l'enquête sur Charles de Gaulle, dont je vous reparlerai, qui font un travail de fond sur le suivi permanent de la bibliographie sur ces domaines-là. Et à chaque fois qu'on a une question, quelqu'un creuse comme un fou pour en tirer quelque chose. Ce qui veut dire, je vous en ai mis la liste, qu'on a déjà fait 54 publications internationales qui sont ou publiées, ou acceptées, ou en préprint. Donc, quand on s'est retrouvé face à cette situation, on a fait comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on a lu tout ce qu'avaient fait les seuls sachants, qui étaient chinois, et on a regardé, mais qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce qu'ils disent? Et puis on a regardé qu'est-ce qui se passe avec les autres coronavirus et qu'est-ce qui s'est passé avec le premier épisode de SARS. Et au début, moi je vous assure, j'ai téléphoné tout de suite au ministère pour dire, écoutez, voilà les médicaments qui marchent sur le SARS-1, pourquoi on ne regarde pas le Targocide, qui est un antistaphylococcique, qui est génériqué, qui ne coûte rien, qui a été utilisé dans le SARS-1 en Corée, il y a même eu un brevet à un moment qui a été déposé pour le traitement du SARS avec ça. Deuxièmement, la chloroquine qui avait été montée. Je vous rappelle qu'il faut aussi maintenant revenir en arrière, mais à l'époque, ils disaient le traitement du SARS, c'est la chloroquine, c'est l'hydroxychloroquine. Et donc, les premiers résultats qui sont venus de Chine in vitro, publiés dans un article du groupe de journaux Cells, qui sont très bons journaux, c'était, écoutez, les deux médicaments qui marchent, la chloroquine et l'hydroxychloroquine, d'une part, et d'autre part, le remdesivir, qui, lui, n'était pas disponible, sauf à avoir des accords avec Gilead ou à travailler sur des essais dans le cadre de ce que voulait faire Gilead, que nous ne voulions pas faire. Donc, nous, peu de temps après, les Chinois ont commencé à dire, écoutez, on a, de manière préliminaire, nos premiers résultats. Il y a 100 malades qu'on a traités, on voit une amélioration clinique, radiologique et sur le portage viral. C'est ça qu'on a fait. C'est-à-dire si vous voulez, l'idée, comment vous dire, je m'excuse de ce terme, mais l'idée que les choses vont se dérouler en France, c'est une idée qui n'a pas lieu. C'est une pandémie, ça se déroule partout. Tout le monde a une expérience, tout le monde a quelque chose à dire. Et donc, on doit regarder les premiers qui ont subi le flux pour voir déjà... Et ils avaient décrit une quantité de choses dont nous, y compris des choses qu'on a découvert un peu plus tardivement, comme ce qu'ils appelaient l'hypoxie heureuse, si vous voulez, c'est-à-dire le fait qu'il n'y avait pas les signes respiratoires qu'on a d'habitude dans les pneumonies. Et donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dès qu'on a eu des cas, on s'est mis à... D'abord, tout de suite, et je réponds, il y a quelqu'un qui me demandait pourquoi il y a eu un tel délai dans la mise en place des tests. Nous, les tests, dès que le génome a été publié, 3 jours après, on commandait les amorces PCR. Donc l'idée, une des raisons du retard, c'est qu'il y avait, ce que j'ai eu l'occasion d'expliquer à l'Assemblée nationale, c'est qu'il y avait dans l'esprit des gens du ministère qu'il y avait des centres nationaux de référence, ce qui est un rêve, parce qu'il ne peut pas y avoir un centre national de référence pour une maladie qui n'existe pas. Donc c'est pas possible, il n'y a pas de centre national de référence. Il y a des gens qui disaient, moi je fais les pneumonies, les gens qui faisaient les coronavirus, c'est pas eux du tout d'ailleurs, c'est quelqu'un qui est à Caen. D'accord ? Donc les gens se sont dit, mais c'est nous les centres nationaux de référence. Et donc, au début, moi j'ai eu ces discussions, on me disait, écoutez, non mais il faut, les cas positifs, il faut que vous les envoyiez au centre national de référence, mais tout le monde n'avait que des séquences à ce moment-là. On avait le génome qui avait publié chinois. 3 jours après, nous, on avait commandé. Les Allemands, qui va extrêmement vite, qui est brillantissime à Hambourg, a tout de suite dit, écoutez, voilà, moi j'ai testé une QPCR, donc on avait, nous, sélectionné 3 gènes qu'on avait commandés, pour lesquels on avait commandé les témoins positifs. 2,
On a commandé les deux des Allemands, et puis ensuite, quand Pasteur a publié les siens, on a pris les siens, on a pris tout ce qui existait, puis on a testé, on a regardé. Ce qui est bien d'ailleurs, parce que de temps en temps, avec la PCR, c'est peut-être une question qui reviendra, parfois, il y a des contaminations qui se font à la PCR, il faut toujours avoir une deuxième gâchette, voire une troisième, pour être sûr de confirmer les cas qui sont positifs, pour ne pas raconter des choses qui sont fausses. Parce qu'il n'y a pas de laboratoire dans lequel ça n'arrive pas qu'il y ait une contamination. Voilà. C'est pas vrai, la PCR, c'est comme ça. Donc, si vous voulez, la manière dont nous avons réagi, nous, c'est on regarde ce que fait tout le monde, on fait, je m'excuse de cet anglicisme du benchmarking, c'est-à-dire qu'on regarde ceux qui savent faire et on fait pareil, on les imite. Mais c'est comme ça que la science avance 9 fois sur 10. On passe notre vie à imiter ceux qui ont eu la première expérience et on fait pareil. Donc, au début, on a fait pareil, très rapidement. Très rapidement, on a vu qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde parce que chaque fois qu'on parlait de cette maladie, on nous parlait d'essais et de CPP pour savoir s'il fallait, les gens qui étaient contagieux, leur faire un prélèvement rhinopharyngé. Donc on tombait des nues. Qu'est-ce que vous nous racontez là? Les gens, ils sont revenus pour savoir s'ils avaient ça. On ne va pas leur faire signer un papier leur disant qu'ils sont d'accord pour qu'on les teste pour savoir s'ils ont le virus. Vous voyez, donc on n'était pas, depuis le début, on n'est pas branchés sur la même longueur d'onde. Voilà. Il y a quelque chose qui m'échappe. Je ne suis pas branché. Et donc, je ne les voyais pas comme des sujets d'essai, je vous le dis, premièrement. Et donc, je ne les vois toujours pas comme des sujets d'essai. Et j'ai suivi, au fur et à mesure qu'il y avait des données qui arrivaient, on les a suivis. Le premier patient qu'on a eu, le deuxième, c'est sa femme qui était la première, mais le premier patient qu'on a eu était quelqu'un qui nous a parlé de son anosmie, si vous voulez, qui était un sujet sur lequel on travaillait pour essayer d'identifier quelles étaient les causes d'infection respiratoire. Il y a un virus qui est para-influenza 3 qui donne des anosmies au printemps. Voilà. Donc, l'anosmie saisonnière, c'est le para-influenza 3. Donc ça nous intéresse, l'anosmie. Donc on a repéré l'anosmie. Mais si vous ne la cherchez pas, et maintenant on sait qu'il y a 60% des gens qui font les anosmies. Mais les gens n'ont pas observé ça. Donc cette phase d'observation empirique et de lecture de la littérature, vous voyez bien que dans l'essai Discovery, comme ça je ne parle pas, Recovery des Anglais, je ne dis pas du mal des Français, ils n'ont pas mis ce critère clinique en disant on peut faire du diagnostic clinique d'une maladie infectieuse, ce qui n'est pas vrai, il faut faire des tests biologiques. Et donc ils ont publié ça. Hein. Donc il y a quand même des gens qui ont publié des séries qui servent actuellement à réfléchir chez des gens qui n'ont pas eu de confirmation diagnostique. Et même l'élément clinique le plus déterminant de tous, ils ne le connaissaient pas, qui était l'anosmie à Guzy. D'accord ?